Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Julien Coulot, je suis doctorant en santé publique, je suis financé par l'ANRS et mon directeur de thèse est Bruno Spire. Et je vais vous présenter les derniers travaux sur lesquels je travaille, qui ont fait l'objet de soumission donc, à la conférence de Paris et à l'IAS en juillet prochain, et qui s'intitule « Améliorer la cascade de soins VIH en Afrique subsaharienne ». Donc avant de parler de cascade, il faut peut-être un peu contextualiser les choses et dire juste un point sur que l'épidémie de VIH est un tournant actuellement et que de dire que depuis qu'il y a l'accès à un traitement universel et qu'il y a des bénéfices à la fois individuels et collectifs sur ce traitement, la communauté internationale a estimé, que vous voyez la courbe ici de morbidité, qu'à partir de 2005, on était au pic donc, de l'épidémie de VIH et que l'objectif d'ici à 2030, c'était de mettre fin à l'épidémie de VIH. Donc ça, c'est une notion ambitieuse et qu'avant 2030, l'ONU-SIDA a posé comme objectif à 2020 le 90-90-90, donc c'est un objectif qui sert à dire que parmi les personnes infectées par le VIH, 90% d'entre elles doivent être dépistées et connaître leur statut VIH, que parmi celles qui connaissent leur statut VIH, 90% d'entre elles doivent être sous traitement, et que parmi celles sous traitement, 90% d'entre elles doivent avoir une charge virale indétectable et donc de ne plus transmettre le VIH. Donc ça c'est très joli, mais la réalité est un peu plus complexe. Quand je parle de cascade de soins VIH, la cascade est beaucoup plus globale que ça et non les 3 chiffres qu'on vous a présentés. Effectivement, on parle de continuité de services, donc c'est les services de prise en charge VIH, auxquels la personne infectée par le VIH est confrontée tout au long de son suivi. On part de la prévention, c'est-à-dire comment on touche ces personnes qui sont infectées par le VIH, comment on les teste. Une fois qu'on sait leur statut, donc on a la classe de positif et la classe de négatif. La classe de négatif va revenir du coup comme bénéficiaire d'activités de prévention et la classe positive donc, va être enrôlée dans les soins. C'est ce qu'on appelle le linkage to care pour aller donc sur la mise sous traitement. Ensuite, le maintien dans le soin, c'est-à-dire retenir les gens donc avec souvent un suivi médical de tous les 3 mois, avec des conseils d'observance. Et donc, pour arriver au stade final d'une charge virale indétectable et donc de ne plus transmettre. Et donc, après, nous sommes dans le management comme une maladie chronique. Donc, moi, je me suis intéressé à ça dans un cadre particulier, donc en Afrique subsaharienne. Et donc, ce que vous pouvez voir par rapport à l'objectif de 2020, donc aujourd'hui, nous sommes en 2017, en Afrique subsaharienne, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on a un gap très important au niveau de la prévention, puisque vous voyez que seulement parmi donc, les personnes qui sont infectées par le VIH, seulement 45% connaissent leur statut, donc une personne sur 2 en Afrique connaît son statut. Par contre, par la suite de la cascade, on voit que 39% reçoivent le traitement ARV et après, les gaps ici sont moins importants que le premier gap. Donc vous voyez qu'il y a dans cette cascade 2 choses. En amont de l'infection par la prévention et une fois la personne infectée, on a tout ce qui est le domaine de la prise en charge. Et donc, je me suis intéressé à ces différents facteurs qui peuvent améliorer cette cascade en Afrique subsaharienne et donc d'atteindre les futurs objectifs. J'ai étudié donc, ces différentes thématiques sur 2 études principales. Donc, concernant la prévention, je me suis intéressé à une population spécifique qui sont les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, donc séronégatifs pour regarder la prévention, en Afrique de l'Ouest, et c'est une enquête longitudinale. Au niveau de la prise en charge, je me suis appuyé sur une étude qui s'est déroulée en 2014 au Cameroun, donc Afrique centrale, donc la personne infectée par le VIH, et c'est une enquête transversale. Donc, pour la prévention, l'étude COMSM est une cohorte de 500 HSH séronégatifs recrutés dans des centres communautaires spécifiques. Donc là, vous avez en images au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. Donc, il s'agit de suivre les gens donc, sur 36 mois, donc un suivi régulier, offre de santé sexuelle trimestrielle à visée préventive, c'est-à-dire que les personnes se rendent tous les 3 mois dans la structure de soins pour un dépistage VIH, pour un diagnostic des IST, traitement des IST, pour des conseils, du counseling, avec une approche communautaire, donc basée sur les pairs éducateurs. Donc on a un recueil, je vous ai mis un peu en termes de recueil de données, ça donne tous les 3 mois, on a un recueil médical et après tous les 6 mois, un recueil socio-comportemental. Si la personne
devient VIH positif, donc se séroconvertit au cours du suivi, il y a une proposition de mise sous traitement ARV immédiate, donc selon les récentes recommandations, et donc un suivi médical adapté. Je me suis posé les questions suivantes sur cette cohorte. Je me suis posé 2 questions, à savoir quels sont les profils d'HSH séronégatifs susceptibles de s'infecter par le VIH, et une autre question de savoir est-ce que finalement l'offre de santé sexuelle globale à visée préventive, donc de suivre les gens, est-ce que ça avait un impact sur les comportements sexuels de ces participants? Donc la première question, elle s'appuie sur les données d'inclusion, à la fois médicales et socio-comportementales. Voici un peu un petit descriptif pour vous dire qu'il y a 418 participants qui sont inclus dans cette étude, que la majorité proviennent du Mali avec 174 participants. Il s'agit de participants qui sont assez jeunes, 24 de médiane d'âge, salariés, 1 sur 2 est salarié, majoritairement célibataires avec plus de 80%, et on est dans une situation économique difficile puisque la perception financière est déclarée difficile pour 70% d'entre eux. À la suite, donc une fois que j'ai décrit mon échantillon, je me suis dit on va essayer de faire des indicateurs de comportement sexuel à risque. Et donc j'en ai défini 4. J'ai regardé donc le fait de ne pas porter le préservatif. Je l'ai regardé dans 2 contextes, au niveau du rapport anal, au niveau du rapport oral. J'ai aussi pris en compte la position sexuelle parce que vous savez que le fait d'être réceptif, on a plus de chances d'être infecté que de risque de transmission que en étant insertif, et aussi le multipartenariat qui est défini par le fait d'avoir plus d'un partenaire sexuel homme. À partir de ces 4 indicateurs, donc par une classification ascendante hiérarchique, on a défini 3 profils différents. En fonction, donc, il y a un gradient de risque. Vous voyez très bien que ceux qui sont en rouge, donc qui représentent quand même 50% de l'échantillon, ils ont des rapports non protégés au niveau anal et au niveau oral. Ils sont réceptifs, tous sont réceptifs, et ils font du multipartenariat. On a un deuxième profil qui se distingue, où là, ils ont les mêmes caractéristiques en termes de comportement sexuel, sauf qu'ils sont insertifs au lieu d'être réceptifs. Et une troisième partie, donc, qui représente un HSH sur 3, et qu'eux, ils font du rapport oral protégé. Quand j'ai regardé ces profils-là, je me suis posé la question, mais est-ce que finalement, une fois que j'ai défini ces profils, c'est très beau, mais est-ce que dans le temps, quand je les suis au bout d'un an, où se trouvent les séroconvertis? Et là, bingo, quand on regarde les séroconvertis, on regarde que 80% des gens qui se séroconvertissent après un an de suivi, ils se retrouvent dans le premier profil, donc dans un profil à risque très élevé, avec un taux d'incidence très élevé. Donc, c'est-à-dire que là, si on reste à ce stade-là et qu'on suit ces personnes-là, au bout de 10 ans, les 218 participants sont tous infectés par le VIH. Une fois que j'ai défini ces profils, très bien, je me suis dit, est-ce que je vais les comparer? Je vais voir pourquoi, en fait, certains participants ont tel profil à risque très élevé et qu'est-ce qui les différencie des autres profils. Donc, j'ai pris en référence les profils à risque très élevés et je les ai comparés aux 2 autres. Donc, avec un modèle de régression logistique multinomielle, on peut voir qu'il y a des différences, et ces différences s'observent notamment en termes d'identité, et il y a des différences après au niveau des petites nuances, au niveau de la perception financière, du pays, ou encore au niveau de la stigmatisation. Pour vous présenter ça de façon plus facile et schématique, on observe une réelle différence entre les profils à risque très élevés au niveau des questions d'identité sexuelle et des questions d'identité de genre. En effet, les participants qui ont un profil à risque très élevé se définissent plutôt comme des homosexuels et des gays, alors que les autres, c'est plutôt comme des bisexuels, et se considèrent plutôt comme une femme et un homme, alors que les autres se considèrent exclusivement comme des hommes. On peut aussi remarquer des différences au niveau, par exemple, de la recherche de partenaires sur Internet, où on voit que les profils à risque élevés par rapport aux modérés recherchent plus de partenaires, ce qui explique le multipartenariat. Et on a aussi quelques différences au niveau de la stigmatisation perçue, que les profils à risque très élevés se sentent plus stigmatisés par rapport aux risques élevés, et c'est aussi le cas pour le profil à risque modéré. Donc en conclusion, on a montré qu'il y avait un lien entre comportement sexuel et incidence VIH, qu'un HSH sur 2 présente un profil à risque très élevé d'infection par le VIH dans le cadre de cette cohorte. En termes de recommandations, il est clair qu'il est nécessaire de diversifier les programmes de prévention
pour mieux cibler les sous-groupes, c'est-à-dire que cette population qu'on cible en termes de prévention, mais finalement, il y a des différences et ces différences sont notoires, et qu'il faut aussi développer les activités spécifiques du genre les intégrations des questions d'identité, de genre, les questions de partenaires et de discrimination à l'intérieur des services de prise en charge VIH. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, on s'est posé de savoir si l'offre de santé sexuelle elle avait un impact sur ses comportements sexuels. Petite descriptif, donc là j'ai pris tous les gens qui avaient fait le suivi jusqu'à M12, donc à la fois aux données médicales et socio-comportementales. Et donc on a obtenu une population d'études de 90 personnes. Il s'agit de Maliens qui sont relativement jeunes et on retrouve à peu près les mêmes difficultés financières et aussi la plupart sont célibataires. On note quelques différences significatives par rapport aux Maliens non sélectionnés qui n'ont pas encore fait les questionnaires jusqu'à M12, notamment, petite différence au niveau de l'âge, au niveau de l'activité, mais c'est des différences faibles quand on regarde la perception financière où on voit que la majorité d'entre eux ont une situation économique difficile. Parmi ces 90 Maliens qu'on a suivis entre M0 et M12, donc sur un an, ce qu'on a essayé de faire au début, on a regardé les comportements sexuels, ces indicateurs, on les a regardés au cours du temps, de manière descriptive, mais on a vu qu'il n'y avait pas de différence significative. Du coup, on a essayé d'exploiter ce qu'on appelle les matrices de Markov, qui nous donnent des probabilités estimées de changement d'état entre M0 et M12, c'est-à-dire regardez à M0 ceux qui décrivent ne pas porter le préservatif, je ne porte pas le préservatif, versus à M12, je porte le préservatif. Ce qu'on regarde, donc ces probabilités estimées de changement d'état, on regarde que 11% par exemple ne portaient pas le préservatif, la probabilité de changement est de 11% entre ceux qui ne portaient pas et ceux qui portent le préservatif au bout de 12 mois. Pareil au niveau oral, mais c'est un peu plus faible, 5% de probabilité. Et au niveau du multipartenariat, donc il y avait la probabilité de passer de « j'ai beaucoup de partenaires » à « j'ai moins de partenaires » est de 14%. Ce qu'il faut retenir de tout ça, de tous ces chiffres de probabilité, c'est que quand même, quand vous voyez ces chiffres-là et ces chiffres-là, ça veut dire que la probabilité en fait, de changement, de passer à « je ne porte pas le préservatif » à « je porte le préservatif » concerne très peu de personnes. La probabilité est de 89% et de 95% concernant le port du préservatif. Alors, l'intervention dans ces 12 mois, c'est de se dire « je suis les gens au cours du temps et ils ont droit à un dépistage trimestriel du VIH, diagnostic des IST, traitement des IST et tout ce qui est conseil de prévention ». Donc, en conclusion de ces probabilités estimées de changement d'état, on retrouve qu'il y a un léger impact sur les comportements sexuels, mais que ces résultats semblent insuffisants malgré le fait qu'on suit trimestriellement ces participants, qu'on leur propose du dépistage, du diagnostic et des conseils, même le fait que ce soit un accompagnement communautaire. Donc ça, c'est à voir par contre sur le long terme avec plus de participants. En termes de recommandations, le fait d'apporter, de voir les nouvelles méthodes de prévention, donc notamment la prophylaxie pré-exposition, donc la PrEP, et l'application du traitement universel pour tous, qu'on verra par la suite. Le deuxième point que j'aborde, c'est le côté prise en charge. Donc, une fois que les personnes sont infectées par le VIH, et donc je me suis intéressé à l'étude Evolcam, donc contexte d'Afrique centrale, avec une épidémie généralisée, 4,8%, et une baisse de 22% du budget national VIH. C'est une enquête transversale, à la fois quantitative et qualitative, avec un recueil de données au niveau des patients et au niveau des structures, où on a regardé par exemple les moyens, les activités ou les caractéristiques organisationnelles. Donc il s'agit de 2141 patients suivis dans 19 services différents. La question, c'était de savoir quels étaient les facteurs structurels et individuels influençant le délai d'initiation au traitement ARV. Donc le délai d'initiation au traitement ARV, c'est la durée entre la confirmation de diagnostic et la mise sous traitement ARV. Et ce délai-là est ajusté selon l'éligibilité des participants au moment du diagnostic VIH, puisque vous savez que l'éligibilité a changé durant ces dernières années, notamment au niveau des seuils du taux de CD4 entre 2006 et 2014. Donc notre population d'études était de 2141 participants inclus dans Evolcam,
Et donc on obtient 1727 participants qui étaient éligibles au traitement ARV au moment du diagnostic, avec un délai médian d'un peu plus de 2 mois. Au niveau des caractéristiques, vous pouvez voir que la majeure partie des participants sont des femmes, elles sont en couple, elles ont eu un enfant et la plupart sont actives et on se retrouve dans un contexte plutôt urbain, avec une moyenne d'âge à peu près de 40 ans, une médiane d'âge de 40 ans. Ce qu'on a vu grâce à un modèle de Cox multiniveau, c'est qu'on a vu qu'il y avait des facteurs à la fois individuels et des facteurs structurels qui influençaient le délai d'initiation au traitement. Au niveau individuel, on remarque que les participants ayant eu un antécédent tuberculeux, ayant un taux élevé de CD4 ou ayant fait un test de VIH suite à d'autres raisons qui sont non médicales, avaient un délai plus long d'initiation de traitement ARV. Au niveau structurel, le fait d'être suivi dans une structure privée ou littorale avait un délai plus long. Au niveau organisationnel, on voit que le fait d'avoir une file active importante par rapport au personnel médical, donc quand je parle de personnel médical, c'est juste les médecins et les infirmiers, on voit que plus on est surchargé et plus le délai est long. Ce qu'on voit et ce qui améliore le délai d'initiation au traitement ARV, c'est le fait que les structures possèdent un service d'information, d'éducation et de communication. En conclusion, on voit qu'il y a des contraintes de système de santé qui retardent l'initiation au traitement ARV et que ces contraintes sont à la fois contextuelles et organisationnelles et qu'en termes de recommandations, le modèle de prise en charge doit être multidisciplinaire, notamment en intégrant des activités d'éducation thérapeutique pour améliorer la mise sous traitement immédiate des personnes infectées par le VIH et notamment un renforcement des capacités des structures de santé, comme on l'a vu au niveau des ressources humaines. Enfin, je voulais terminer par les perspectives. Donc, ce que je vous ai montré au niveau de la cascade se situe à différents points, donc au niveau de la prévention par les profils, par l'impact du suivi sur les comportements, mais aussi par le retard d'initiation au traitement ARV. Mais je ne compte pas m'arrêter là, puisque je mène encore 2 études sur à la fois qu'est-ce qui maintient les gens dans le soin, qu'est-ce qui fait que les gens restent dans le soin ou partent du soin, mais aussi au niveau à la fin de la cascade, c'est-à-dire est-ce qu'une fois que je suis sous traitement antirétroviral et que j'ai une charge virale indétectable, est-ce qu'il y a encore un risque de transmission? Et aussi un travail avec des entretiens qualitatifs, notamment pour comprendre et pour un peu se détacher du quanti, pour avoir une vision plus globale, de s'intéresser à la fois au vécu de la mise sous traitement, donc ce passage entre séronégatif et séropositif, mais aussi au niveau de la perception et de la représentation des services VIH, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que pensent les bénéficiaires de ces services de prise en charge. Voilà, je vous remercie et je voulais terminer par remercier à la fois tous les gens qui m'accompagnent ici au nord, donc au CESTIM, mais à la fois dans les pays du Sud.